Salut Baptiste, Bonjour. merci d'avoir accepté mon invitation. Baptiste, tu es maître de conférence à l'université Aix-Marseille, maître de conférence en sciences politiques. Tu viens dans cette rentrée scolaire et universitaire, mais aussi des essais, livrer deux ouvrages. Un collectif, enfin, que vous avez coécrit avec Jérôme Pélis. C'est aux éditions PUF, ça s'appelle Le dialogue social sous contrôle. Mais nous, on va surtout parler de l'autre ouvrage que tu as rédigé, cette fois-ci tout seul. Ça s'appelle Réapprendre à faire la grève aux éditions PUF. Alors, c'est vrai que c'est particulièrement intéressant dans le moment que l'on vit. J'aimerais mettre une toute petite parenthèse historique. La gauche, dans le cadre des élections législatives, s'est réunie en nouveau front populaire. Quand je dis la gauche, c'est pas que la gauche des partis, hein. Il y a d'autres mouvements de la société qui sont mis en branle à ce moment-là. Et ça faisait référence au Front populaire de 1936, qui avait vu des grandes grèves à l'issue de la victoire de la gauche à l'Assemblée nationale. C'est des grandes grèves qui avaient été qualifiées par la presse bourgeoise comme étant le début de la révolution, je sais pas quoi. Puis les historiens, ils avaient un peu mis des bémols et ils avaient dit c'était surtout des grèves spontanées que les centrales syndicales avaient un peu de mal à catalyser et à encadrer. Mais c'est ça qui avait fait qu'ensuite, le gouvernement de Blum avait pris les décisions, les grandes décisions qu'on connaît, la semaine de 40 heures, ça c'était à l'issue de la conférence sociale, et puis un peu après, les 2 semaines de congés payés. C'est ça qui avait mis la pression, sachant que les 2 semaines de congés payés, par exemple, ce n'était pas dans le programme du Front populaire. Je referme la parenthèse, mais toi, ton livre, c'est un peu un projet, parce que c'est dit d'ailleurs dans le titre, réapprendre à faire la grève, et tu te demandes en gros si il n'y a pas une perte j'allais dire d'envie, mais je ne suis pas sûr que ce soit le bon mot. Mais en tout cas, la grève fait partie de l'univers mental, de l'imaginaire des militants, et notamment de militants politiques, hein. En revanche, dans la réalité de la façon dont luttent les travailleurs et les travailleuses à l'intérieur de leurs entreprises, c'est pas tout à fait l'outil qui est le plus souvent employé et qui est le plus souvent mobilisé. Est-ce que je résume bien la thèse qui est la tienne dans ton bouquin? Oui, en tout cas, le bouquin, il est né de la volonté, effectivement, j'allais dire, si ce n'est de répondre, en tout cas de partir de cette incantation assez récurrente dans les cortèges syndicaux d'une partie des militants, et j'insiste sur le point, sur ce premier point, une partie des militants qui en appellent très souvent à la grève générale de manière un petit peu incantatoire. Et l'objet du livre, tout simplement, c'est de s'interroger de manière très empirique, là, à partir d'une enquête sociologique, sur les conditions de possibilité de ces grèves et notamment de leur extension aux travailleurs et aux travailleuses, je devrais dire surtout les plus précaires, celles et ceux qui travaillent dans ce que j'appelle dans l'ouvrage le capitalisme de service, c'est-à-dire les travailleurs de la logistique, les travailleuses d'aide à domicile, dans le nettoyage, notamment dans les hôtels parisiens, parce que c'est mon terrain d'enquête en particulier. Et bon, pour montrer tout le chemin en fait qui reste à parcourir pour les organisations syndicales, et notamment mon enquête porte sur la CGT proprement dite. Donc tout le chemin qui reste à parcourir pour réussir à créer les conditions pour que les organisations syndicales soient en capacité d'organiser ces grèves. Je rebondis juste sur ce que tu as dit sur 36. 36, c'est quand même une controverse entre historiens, effectivement, entre ceux qui disent c'est une mobilisation spontanée et d'autres. Et je pense notamment au travail d'Edward Shorter et Charles Stilley, qui sont deux sociologues américains qui ont décortiqué cette vague de grèves et qui montrent quand même, et je pense que c'est un enseignement important, que ces grèves, effectivement, elles démarrent sans mot d'ordre des centrales syndicales, mais elles s'amorcent et se développent d'abord à partir des entreprises dans lesquelles les syndicats sont présents et où donc il y a des militants qui ont le savoir-faire, ont la capacité à organiser ces grèves et ensuite ça va produire un effet d'entraînement qui va faciliter l'entrée en mouvement ensuite de travailleurs moins organisés syndicalement. Bon, pourquoi je fais ce rappel historique? Parce qu'effectivement, avec tous les débats autour du nouveau Front populaire,
bon, a ressurgi cette idée de la mobilisation sociale nécessaire pour créer les conditions d'une alternative politique, sauf que l'état du syndicalisme entre 1936 et celui d'aujourd'hui, ben, il a beaucoup changé et il s'est beaucoup, surtout, affaibli. Et donc, si je devais résumer l'ouvrage, je dirais que mon objectif, c'était de résister à deux tentations. Une tentation misérabiliste, qui consiste à voir ces travailleurs et ces travailleuses, notamment précarisés, qui subissent les transformations du capitalisme sans résistance. Et là, je montre avec bien d'autres collègues toutes les formes de micro-résistance qu'ils sont en capacité d'opposer au pouvoir despotique patronal, mais de résister aussi à une tentation un petit peu enchantée. C'est surtout ça que je qualifierais du rapport des syndicalistes et des salariés à la grève, en montrant que c'est pas parce que ces salariés résistent à l'autoritarisme, au despotisme patronal, que pour autant, ce sont des salariés qui ont une grande culture de la grève, qui se reconnaissent dans ces grands mots d'ordre politiques du syndicalisme, de l'appel à la grève générale en particulier, et que ça nécessite tout un travail d'acculturation mené par les permanents syndicaux au quotidien, mais avec peu de moyens. Et c'est l'autre objet du livre, de montrer aussi comment tous ces permanents bah, bricolent. Hein, ces permanents, donc là, pour être précis pour nos éditeurs, là, c'est une union syndicale, mais je pourrais généraliser aux unions locales, ceux qui ont précisément vocation à essayer d'organiser les luttes de ces travailleurs qui sont peu organisés syndicalement. Bah, ils sont très peu nombreux, ils sont assez démunis matériellement, organisationnellement, pour assumer ce travail d'organisation des mobilisations. Alors, justement, tu as utilisé plusieurs concepts avec lesquels je pense tout le monde n'est pas familier. Tu parles de savoir-faire de la grève, tu parles d'acculturation à la grève. Est-ce que c'est exactement la même chose? Non, je ne le pense pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire quoi? De quoi ont besoin les travailleurs et les travailleuses lorsqu'ils font grève? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais fait grève ou qui ne se sont jamais beaucoup posé la question, qui se disent, oh, bah, c'est facile, hein, il suffit de dire je suis en grève et puis basta, c'est bon, on est en grève. Mais qu'est-ce que ça veut dire organiser une grève et pourquoi c'est compliqué? Alors c'est vrai qu'on pourrait dire d'ailleurs que c'est quasiment un paradoxe, c'est que ceux qui font le moins grève, hein, les travailleurs, travailleuses qui font le moins grève, sont précisément ceux pour lesquels les conditions légales d'entrer dans la grève sont les moins contraignantes. Parce qu'effectivement, je le rappelle, c'est peut-être un préalable, dans le secteur privé, il n'y a pas de dépôt de préavis nécessaire. Il suffit de se déclarer en grève au moment où on se met en grève et de signifier à son employeur les raisons professionnelles, donc les revendications professionnelles pour lesquelles on se met en grève. Alors que dans le secteur public, mais ça c'est plus connu, il y a un préavis préalable nécessaire. Bon. Et pour autant, donc, a priori, les conditions légales de l'entrée de la mise en grève sont peu contraignantes en France, et pour autant, contrairement à l'image qui est souvent véhiculée sur les syndicalistes et les salariés français, les grèves n'ont jamais été aussi peu nombreuses en France. En tout cas, elles ont beaucoup perdu en intensité, que ce soit du point de vue de leur nombre ou du point de vue du nombre de travailleurs qui y participent. Alors bien sûr, je pense qu'on va avoir l'occasion d'y revenir, il y a plein de raisons liées aux transformations du capitalisme qui l'expliquent, la précarisation de la condition salariale, l'émergence de nouveaux secteurs, on n'en parlait que d'un, de la logistique, qui n'existait pas, pour ainsi dire, il y a 30 ans, et donc dans lesquels tout le travail d'enracinement syndical est à faire. Et donc, mais dans ces secteurs-là aussi, il y a, et c'est l'objet du livre, tout un travail pour former tout simplement les militants à la grève. Alors peut-être pour partir juste d'un enseignement fort des enquêtes sociologiques depuis un siècle, les grèves se déclenchent très majoritairement dans des entreprises dotées de représentants syndicaux. La grève sans syndicat, ça n'existe pas. Je pense que c'est un premier acquis très robuste d'un point de vue statistique de l'analyse sociologique qu'il faut rappeler. Et déjà, ça écorne un peu cette vision enchantée du spontanéisme des masses et du spontanéisme des grèves. Bon. Le problème, c'est que la présence syndicale dans les entreprises s'est beaucoup rétractée. Deuxième problème auquel doivent faire face les organisations syndicales, le corps des militants se renouvelle. Alors évidemment, il y a tout un ensemble de secteurs dont on entend d'ailleurs souvent parler dans les médias parce que c'est des grèves visibles qui perturbent le quotidien. Donc je pense évidemment au transport public, ferroviaire, RATP pour les Parisiens ou les entreprises publiques de manière plus large, ou la fonction publique, où il y a tout un réservoir, j'allais dire, de militants qui ont eu l'habitude et qui ont appris chemin faisant, à faire grève, à organiser la grève et être en capacité à inciter leurs collègues à se mettre en grève. Mais dans beaucoup d'autres secteurs, il y a beaucoup de militants qui sont des néophytes du syndicalisme, qui y sont rentrés pour des raisons
d'ordre généralement plus individuel ou personnel pour résoudre des problèmes liés à un non-paiement d'heures supplémentaires, pour répondre à une menace de sanction de la part d'un employeur. En tout cas, qui n'y entrent pas du tout pour des raisons politiques. Et deuxièmement, qui n'ont pas une grande expérience de l'action militante, qu'elle soit dans l'entreprise ou en dehors de l'entreprise. Or, agir comme un militant en capacité à organiser la grève, ça nécessite d'abord d'avoir tout un ensemble de ce que nous on appelle des savoir-faire militants, c'est-à-dire savoir très concrètement comment organiser la grève. Peut-être le plus simple, c'est que je prenne un exemple que je développe dans l'ouvrage d'un jeune militant d'une enseigne de magasins de sport qui s'engage pour la première fois dans une grève. Bon, dans les Halles, enfin dans le quartier des Halles à Châtelet, il organise son débrayage un samedi et au moment de l'action, en fait, il s'aperçoit qu'il a oublié, il n'a pas de mégaphone, il n'a pas de pétition, alors qu'il y a plein d'usagers ou de gens qui passent, de passage, sinon, est-ce qu'on peut vous soutenir? Et bon, lui, il n'a pas prévu tout ça. Alors évidemment, pour plein de militants aguerris, chevronnés, entre guillemets, ça va de soi, on y pense, mais derrière, il y a eu tout un apprentissage. Donc, il y a d'abord tout cet apprentissage-là à faire. Ou bien c'est lorsque la CGT appelle à des mobilisations, des militants qui demandent mais comment on fait grève? Voilà, alors ça peut paraître évident pour beaucoup, mais pour beaucoup d'autres, manifestement non. Ça, je l'ai observé de manière assez récurrente. Et donc, il faut que les permanents distribuent un mode d'emploi pour rappeler ce que j'ai rappelé tout à l'heure, qu'il suffit de déposer des revendications professionnelles. Mais je pense que toute une série de militants beaucoup plus politisés, qui ont un rapport beaucoup plus aguerri à la lutte syndicale, sous-estiment parfois, par exemple, toute l'angoisse, la crainte, la peur que suscite la perspective de se mettre en grève pour des salariés et même des militants qui n'en ont pas l'expérience. Donc là, il y a, je dirais, un apprentissage très matériel, concret. Et puis l'autre dimension importante, là je reviens peut-être plus sur le thème d'acculturation, qui relève plus d'un apprentissage, je dirais, idéologique. Je l'ai dit, l'entrée dans le syndicat, que ce soit la CGT, mais on peut, et tous les collègues qui travaillent sur ce sujet le montreront dans toutes les organisations syndicales possibles. Les raisons pour lesquelles on entre dans une organisation syndicale sont très variées. C'est souvent parce qu'on connaît un collègue qui est membre de ce syndicat, on fait confiance à ce collègue, donc on adhère à ce syndicat. C'est, je le disais, parce qu'on rencontre un problème avec son supérieur hiérarchique. Bon, bref, il y a toute une série de raisons et qui expliquent que beaucoup d'adhérents qui deviennent après parfois pour certains d'entre eux des militants, ont un rapport assez distant à l'idéologie syndicale, c'est-à-dire ne se passionnent pas pour les congrès syndicaux, ne se passionnent absolument pas pour tous les débats sur quelle stratégie syndicale, quelle stratégie d'extension, de généralisation des luttes. Bon, il y a beaucoup de militants de la CGT qui sont très impliqués dans ces débats, bien sûr, mais il y a toute une autre partie, beaucoup moins visible évidemment, que ce soit dans le syndicat ou sur les plateaux de télé, par exemple, qui gardent une grande distance, qui s'y intéressent peu à ces débats-là. Et bon, il y a aussi toute une série de militants parmi eux, pour lesquels, à la fois, ils peuvent avoir un rapport très conflictuel à leur employeur, sans pour autant considérer comme une évidence que le recours à la grève est la solution pour répondre à leurs problèmes, soit parce qu'ils considèrent que le recours à la grève est rendu difficile dans dans leur contexte professionnel, Mhm. soit parce que, ils préfèrent avoir une approche, on va dire, plus coopérative avec leur employeur. Et donc, mon ouvrage, il s'ouvre là-dessus, c'est-à-dire tout le travail qui est réalisé dans les stages de formation syndicale pour pour ces nouveaux militants, j'allais dire, d'apprentissage, d'acculturation, là pour le coup, à la grille de lecture marxiste, des rapports sociaux de production, qui est loin d'être nécessairement partagé par les militants qui sont entrés dans l'organisation de la CGT. Alors, c'est intéressant parce que tu mets le doigt sur une interrogation que j'ai eue en lisant ton livre. Là, tu fais comme si la grève était l'outil du rapport de force entre les salariés et le patronat le plus, entre guillemets, violent. D'ailleurs, là, tu viens de l'opposer à la question de la coopération. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que ça a toujours été le cas? Tout à l'heure, tu as parlé des transformations du capitalisme, des nouveaux modes du capitalisme, mais on peut aussi parler des transformations du patronat et de leur rapport en fait à leurs salariés. Est-ce que, je sais pas moi, dans les années 50, des travailleurs et des travailleuses qui se mettaient en grève étaient mieux vus de leurs
patrons qu'ils ne le sont aujourd'hui? Ou est-ce qu'il y a eu des évolutions sur ça? Enfin, qu'est-ce qui fait que pour toi, voilà, la grève reste l'outil le plus puissant à actionner dans le cadre de revendications sociales? Alors, en tout cas, c'est pas moi qui le dis, c'est les permanents qui organisent Mhm. ces fractions de salariés. Et justement, avec ce paradoxe-là qui est qu'alors, faut peut-être commencer par dire une chose importante, c'est que dans ces secteurs qui sont au cœur de l'ouvrage, donc de l'économie des services, le dialogue social, plus ailleurs encore, est une chimère. C'est-à-dire que ce qui domine, c'est un patronat très combatif, très répressif vis-à-vis du syndicalisme et qui ne tolère comme syndicat que des syndicats proches de la direction qui sont disposés à accompagner les politiques de la direction. Donc ça, c'est un premier point important. La négociation collective y est excessivement contrainte. Et d'ailleurs, j'insiste dans mon ouvrage en disant que ce que j'observe à la CGT, j'ai eu aussi l'occasion de l'observer au sein de la CFDT, c'est-à-dire dans le syndicat du commerce de la CFDT, on tient exactement le même discours. On voudrait bien être un syndicalisme de dialogue social, mais dans nos secteurs, ce n'est pas possible. Le rapport de force reste un préalable nécessaire pour pouvoir entrer en négociation avec les employeurs. Le problème, c'est que dans le même temps, c'est précisément dans ces secteurs que l'organisation de la mobilisation, quelle qu'en soit la forme, pour commencer par là, est la plus difficile parce qu'on a à la fois affaire à des collectifs de travail qui sont souvent de petite taille. N'oublions pas que dans le secteur des services, ce qui domine de très loin, c'est l'entreprise de petite taille, donc des rapports de ce que nous on appelle de domination rapprochée avec l'employeur, c'est-à-dire qu'on est au contact permanent de son employeur, sous surveillance, si je puis dire, de son employeur. Il peut y avoir des rapports d'arrangement, mais bien sûr, lorsqu'on rentre en conflit, ça devient très difficile à assumer et à gérer au quotidien. On a affaire à des collectifs de travail très éclatés. Pensons aux agents de sécurité qui appartiennent à des grandes entreprises, mais qui travaillent disséminés dans plein de sites différents. On a affaire aussi à des collectifs de travail qui sont très segmentés compte tenu de la diversité des statuts d'emploi. Pensons aux employés des grands magasins à Paris, entre salariés fixes, jeunes salariés qui travaillent le week-end, bref, etc. Bon. Et par ailleurs, on a affaire à une main-d'œuvre quand même précaire, peu qualifiés, en règle générale, précaires. Et donc, je ne dis pas que la grève est le moyen d'action le plus violent, mais en tout cas qui est perçu comme étant potentiellement le plus risqué. Bon, et ça, je pense que c'est un point important. Autant dans des entreprises où les collectifs de travail sont plus structurés, sans doute plus solidaires, plus organisés syndicalement, la présence syndicale, l'habitude de se mobiliser peut être perçue comme un levier de protection pour les salariés ou les employés qui se mettent en grève. En revanche, dans des entreprises comme celle que j'étudie où la grève est très rare, la mise en grève, le déclenchement d'une grève est vécu véritablement comme une déclaration de guerre Mhm. par l'employeur et expose de manière très objective, c'est documenté dans la deuxième partie de l'ouvrage, expose ces salariés qui osent, entre guillemets, bien sûr, se mettre en grève à des stratégies de répression, à des formes de réprimande, pouvant aller jusqu'à des menaces de licenciement, même si on est bien d'accord, c'est parfaitement illégal. Et donc, c'est une stratégie qui peut apparaître risquée, et puis, un point évidemment important, c'est une stratégie qui peut apparaître coûteuse. Coûteuse en particulier pour des salariés je rappelle quand même beaucoup de salariés à temps partiel contraint et donc pour lesquels le coût d'une grève est véritablement important. Bon. Donc ça peut expliquer que dans certains contextes de conflit, les syndicalistes privilégient d'autres modalités d'action, Mhm. la manifestation, la pétition, qui dans ces contextes peuvent déjà apparaître comme une forme de rupture dans l'économie des rapports entre salariés et direction. Ça explique aussi, je le montre, que on va privilégier dans ces secteurs des stratégies de grève à moindre coût pour les salariés, mais suffisamment pénalisantes pour l'entreprise, pour inciter l'employeur à se mettre autour de la table des négociations. Donc, par exemple, privilégier les grèves pendant la période des soldes ou au moment des fêtes de fin d'année, bon, voilà, des choses comme ça. Ou bien, par exemple, les croupiers de casino qui menacent en règle générale toujours de se mettre en grève la veille de la Saint-Sylvestre et qui obtiennent comme ça des arrangements salariaux sans même avoir à se mettre en grève. Mais en règle générale, la pugnacité patronale, c'est elle qui contraint le plus souvent les syndicalistes à opter pour la grève pour créer le rapport de force nécessaire pour enclencher des négociations. Alors bien sûr, ça n'a jamais été simple de se mettre en grève. Mais je pense qu'il y a une dimension importante qui a changé par rapport à ce que ça pouvait être dans les années 60. C'est d'abord que les grèves étaient beaucoup plus massives, beaucoup plus importantes, beaucoup plus massives. Elles avaient lieu surtout dans des entreprises de grande taille,
les grèves ont toujours été rares dans des entreprises de petite taille. La présence syndicale y était puissante, Mm. encadrée, tenue par des militants chevronnés, très aguerris pour le coup à la lutte syndicale. Et donc le syndicat, je ne dis pas du tout que c'était simple, mais pouvait agir comme un acteur de protection, comme un vecteur de protection contre les risques de représailles patronales à l'encontre des grévistes et donc faciliter notre mouvement. Il y a peut-être, je terminerai là-dessus, un autre élément important, c'est que dans les années 60-70, l'entrée en grève était aussi facilitée par l'idée que les grèves étaient plus facilement victorieuses. C'est-à-dire que c'était des grèves qui pouvaient aussi, qui débouchaient en fait, beaucoup plus souvent sans doute qu'aujourd'hui, sur des acquis salariaux dans l'organisation du travail, dans la conquête de droits sociaux, dans la protection sociale. Donc évidemment, c'est un facteur d'incitation puissant pour les syndicats pour encourager les salariés à se mettre en grève, là où aujourd'hui, et si j'en reviens surtout à mes secteurs, outre le coût de la grève, bah, ce que je montre, c'est qu'il faut surmonter, pour les syndicalistes, il y a tout le défi à surmonter le fatalisme, la fatalité qui est souvent présente dans l'esprit des salariés, avec, qui ont fortement intégré l'idée que l'employeur était roi dans son entreprise. Et donc souvent, la solution, lorsqu'on est insatisfait au travail dans ces secteurs, c'est plutôt ce qu'on appelle nous l'exit, c'est-à-dire le départ de l'entreprise, la démission, la recherche d'un emploi dans une autre entreprise. Tu consacres un chapitre à la question de la convergence des luttes. Je fais comme ça entre guillemets parce que c'est pas exactement la convergence des luttes telle qu'on l'entend habituellement. Toi, tu parles plutôt de la convergence de luttes interprofessionnelles, pas la lutte antiraciste, la lutte politique, je sais pas quoi, la lutte féministe et la lutte sociale. Toi, c'est genre plutôt interprofessionnel. C'est une critique qu'on entend souvent et maintenant principalement de la droite, hein, c'est de dire oh, mais de toute façon, les gens font grève. D'ailleurs, globalement, les salariés ne se mobilisent que pour sauver leur propre travail, sauver leurs propres conditions de travail, et qu'il n'y a pas de solidarité entre les travailleurs et les travailleuses. Euh, Parfois, on le voit aussi dans certaines mises en mouvement de certains pans de la société de travailleurs et de travailleuses, où on voit tout d'un coup pourquoi on se dit mais pourquoi eux, alors que tout le monde se met en grève contre, je sais pas moi, la réforme des retraites, pourquoi est-ce qu'il y en a qui d'habitude se mettent en grève assez souvent et pourquoi là ils ne participent pas au mouvement? Est-ce que cette question de la solidarité interprofessionnelle, tu es assez sévère dans ton livre quant à cette solidarité interprofessionnelle? Est-ce que tu dirais qu'elle existe encore? Sous quelle forme? Est-ce qu'il y a un problème, je reprends le mot que tu as utilisé tout à l'heure, d'acculturation justement à cette solidarité interprofessionnelle? Où est-ce que le bas blesse et est-ce qu'on se mobilise que pour soi-même? Alors, je ne sais pas si je suis sévère, parce que moi, j'essaie de ne pas porter de jugement, j'essaie de poser un constat. Bon, le constat, alors effectivement, pour que ça soit bien clair, là, je parle de convergence des luttes syndicales. Bon, sans parler même de leur convergence avec d'autres luttes hors de l'entreprise. Et c'est de montrer que déjà, la mise en convergence des luttes syndicales au sein même d'une seule organisation, déjà se heurte à toute une série d'obstacles, ce qui, en fait, par extension, aide aussi à comprendre la difficulté à articuler lutte syndicale et lutte antiraciste, antisexiste, etc. Bon. Alors, le constat en fait duquel je pars, c'est toujours le même, c'est-à-dire qu'un des reproches, tu évoquais les reproches qui sont faits souvent à ces grandes mobilisations, alors outre le fait qu'on nous resserre sempiternellement l'idée que les syndicats seraient justement prisonniers d'une culture de la grève, ce que toutes les statistiques démentent aujourd'hui, l'autre reproche qui est adressé aux syndicats, c'est de dire, et ces mobilisations ne mobilisent que les salariés déjà les plus protégés, ceux qui, entre guillemets, auraient le moins à plaindre, à se plaindre, excuse-moi, donc, c'est-à-dire les salariés du public ou des grandes entreprises publiques. Et qui sont effectivement les plus nombreux à participer. Donc moi, mon point de questionnement, c'est d'abord de chercher à comprendre pourquoi ces salariés, effectivement, les plus précaires, effectivement, ceux qui auraient les meilleures raisons de se mettre en grève, sont si peu présents ou visibles à l'occasion de ces mobilisations. Bon. Et là, il y a toute une série de facteurs, je dirais trois grands facteurs qui se combinent pour expliquer ces obstacles à leur participation. Euh, le premier, d'abord, je pense que c'est un point quand même important à rappeler, c'est la difficulté à organiser l'action syndicale tout court dans ces secteurs, qui fait que le réflexe
assez compréhensible de ces militants, c'est de se dire, je réserve mes forces militante pour défendre ce que je peux au niveau de mon entreprise. Et par ailleurs, parce que les luttes syndicales d'entreprise peuvent apparaître comme celles dans lesquelles il est plus facile d'obtenir quelque chose. Ça, c'est un raisonnement plus général qu'on peut avoir, c'est-à-dire qu'il est plus facile de faire pression sur son employeur ou de se dire que si la mobilisation est puissante dans l'entreprise, l'employeur sera incité à faire des concessions. Alors qu'évidemment, si on se place dans une perspective plus générale et surtout face au gouvernement qui se succède depuis 20 ans, qui montre peu d'entrain à discuter et à faire des concessions avec les organisations syndicales, on se dit que l'issue de la mobilisation et la capacité à obtenir des compromis dépend aussi de l'attitude des autres fractions de salariés sur lesquelles on n'a pas de contrôle ou pas de pouvoir d'agir. Donc, dans un contexte où les ressources militantes diminuent, dans un contexte où l'attitude patronale, gouvernementale se durcit face aux salariés, la tentation est forte pour les militants et pour les salariés de privilégier des actions et des mobilisations au niveau local, celles où encore il apparaît plus facile de limiter la casse, si je puis dire, voire d'obtenir certains avantages. Le deuxième point, c'est que cette tension entre la dimension, ce qu'on appelle la dimension corporatiste, c'est-à-dire professionnelle de l'action syndicale et la dimension politique, elle est structurelle du syndicalisme depuis ses origines, au sein même de la CGT. La logique, la structuration même de la CGT, elle obéit à cette logique et à cette tentative de conciliation entre l'intégration professionnelle, les fédérations professionnelles et la dimension interprofessionnelle, la solidarité de classe que les UL ont vocation à organiser. Or, je l'ai dit tout à l'heure, et ça, je pense que c'est un point cardinal pour comprendre la dynamique de fragmentation des luttes syndicales. Le parent pauvre du syndicalisme et de la CGT en particulier, ce sont les unions locales. C'est-à-dire, quand je dis parents pauvres, c'est-à-dire qu'elles sont très peu dotées en permanent. Il y a quantité l'immense majorité des unions locales fonctionnent avec un permanent, et dans beaucoup de cas, c'est souvent un militant retraité qui consacre de son temps disponible pour assumer le suivi des salariés. Bon. Donc, peu de permanents, et dans le même temps, un salariat pardon, qui s'est considérablement éclaté du fait des transformations du capitalisme. Là où auparavant dominait la grande entreprise industrielle, ces grandes entreprises industrielles soit ont disparu, soit ont été dépecées et ont été remplacées par quantité de petites entreprises sous-traitantes ou de services. Donc concrètement, ça veut dire d'un point de vue strictement matériel, je pense que la dimension matérielle de la lutte syndicale est toujours une dimension très importante pour en comprendre les possibilités et les limites. Bah, très concrètement, ça veut dire que ce peu de permanents qu'il y a dans les unions locales doivent coordonner un plus grand nombre de sections ou de syndicats d'entreprises qui, dans le même temps, eux, sont moins dotés, enfin, comptent moins de militants pour être très pragmatique. Bon. Et donc, tout le travail de coordination et de convergence des luttes syndicales repose essentiellement sur les fédérations. Et bien sûr, et j'allais dire logiquement, les fédérations ou les syndicats d'entreprise, comme les syndicats d'entreprise en tout cas, privilégient ou en tout cas réfléchissent aussi en fonction des logiques qui leur sont propres, c'est-à-dire des négociations collectives en cours dans leur branche, des intérêts collectifs qu'ils vont pouvoir défendre au niveau de leur profession. Et puis, troisièmement, vous avez quand même un gouvernement qui s'ingénie à attiser ces divisions syndicales avec les fameuses clauses du grand-père, bon, qui permettent de garantir aux salariés qui bénéficient encore de protection collective de pouvoir en bénéficier jusqu'à la mise en retraite et que les nouveaux régimes de la fonction publique ou des entreprises publiques ne s'appliquent qu'aux nouveaux entrants. Donc difficile, beaucoup plus difficile là pour les syndicats d'organiser une mobilisation dans ces conditions-là, etc., etc. Et j'ajoute un dernier point, la dépolitisation du syndicalisme. Je pense que c'est un point très important. Toute la conflictualité syndicale des années 70-80 était effectivement rythmée par des journées d'action professionnelles ou interprofessionnelles qui traduisaient aussi la dimension politique qu'investissaient dans l'action syndicale la plupart des dirigeants syndicaux et nombre de militants
d'entreprise, qu'ils soient membres du Parti communiste ou membres du Parti socialiste. L'action syndicale était pensée aussi comme un point d'appui pour créer les conditions d'une alternative politique. Aujourd'hui, ce qui marque à la fois les stratégies d'une grande partie des organisations syndicales et notamment des organisations réformistes, mais ce qui marque aussi le rapport de nombreux militants de la CGT au syndicalisme, c'est un rapport dépolitisé, c'est-à-dire on investit le syndicat, on pense d'abord le syndicat comme un outil pour se défendre sur son lieu de travail. Et par exemple, dans les rangs même de la CGT, je l'évoque dans le livre, ouais, j'entends des militants qui disent ouais, mais si on voulait pas de ces politiques sociales ou de ces politiques de protection sociale, bah fallait pas voter pour ce gouvernement. Donc c'est pas au syndicat de s'en mêler. Et donc il y a tout ce travail-là aussi de politisation, je dirais, des consciences sociales qui est à mener à l'intérieur du syndicat. J'ai une dernière question, Baptiste, enfin c'est une double dernière question. Tout ce que tu racontes là, et c'est ce que tu dis aussi dans ton livre, ça place globalement le syndicalisme ou le militantisme sur le lieu de l'entreprise dans une perspective, dans une direction qui est pas très heureuse. Enfin, on a l'impression, enfin tu parles de tout ce qui manque, mais on voit bien que la dynamique est plutôt à la réduction de la place et de la grève et du militantisme en entreprise. Euh, Est-ce que genre, tu vois quand même des perspectives un peu plus heureuses pour cette façon d'envisager le dialogue social et le rapport de force matériel en entreprise? Et la deuxième partie de la question, c'est là, tu te places beaucoup du point de vue, bien sûr, du syndicalisme enfin, et des militants syndicaux. Euh, quel, euh, quel regard, est-ce que tu as un regard, comment tu juges la façon dont le politique, aujourd'hui, regarde, utilise, convoque cette question, en fait, de la lutte des travailleurs et des travailleuses sur leur lieu de travail? Est-ce que tu considères, je ne sais pas moi, est-ce que tu es plus révolution permanente qui passe son temps à dire il faut que, genre, il y a la grève générale tout de suite et c'est scandaleux que la CGT n'appelle pas à la grève générale tout de suite? Est-ce que tu es comme Jean-Luc Mélenchon qui dit oh bon, de toute façon, une fois que je serai au pouvoir, il n'y aura plus besoin de grève? Il l'a dit pendant la campagne 2022. Ou est-ce que tu es comme genre le Parti socialiste à dire tout ça ne nous regarde pas trop, il ne faut pas trop laisser, ils font ce qu'ils veulent et puis genre on est un peu à part. Enfin, où est-ce que tu te situes? Est-ce que tu penses qu'il y en a un qui est un peu plus juste qu'un autre ou pas? Alors, pour répondre d'abord à ta première question, alors effectivement, là, on a beaucoup insisté par le jeu des questions-réponses sur les difficultés. Bon, après, en même temps, elles sont nombreuses du syndicalisme et je pense que tout le monde a intérêt à les regarder avec lucidité. Justement, j'espère que ce livre, il peut être utile pour engager un débat qui peut permettre d'identifier certains verrous sur lesquels, organisationnels, sur lesquels les syndicats ont la main. Il y a effectivement tout ce discours, et j'essaie de pas trop l'avoir, défaitiste sur les transformations du capitalisme qui a servi les travailleurs, etc. En même temps, et j'insiste là-dessus, et dans l'ouvrage, je donne plein d'illustrations très concrètes, je montre aussi que ces transformations du capitalisme, elles charrient leurs propres contradictions, c'est-à-dire qu'elles remettent en cause les compromis salariaux qui, y compris de type paternaliste, pour faire vite, qui facilitaient la mise au travail des salariés, et donc créent les conditions aussi de révolte parmi ces travailleurs. C'est l'objet de la deuxième partie de l'ouvrage, tout en montrant ensuite que de passer de la révolte à l'action organisée, et revendicative et politique, eh ben, il y a encore tout un chemin. C'est pas si simple, c'est pas justement. Pour commencer à répondre à la deuxième question, c'est pas il y a qu'à Faucon. Voilà, c'est ça, c'est tout un travail organisationnel. Bon, et j'espère montrer à travers cet ouvrage que sans ressources mise à disposition par les syndicats au niveau des structures territoriales, le syndicalisme n'arrivera pas à mieux organiser ces fractions de salariés qui ont besoin d'être organisées. Donc ça renvoie à des débats internes au syndicat sur la manière dont on a fait et on alloue les ressources internes des syndicats. Est-ce que les permanents sont plus utiles à représenter leur organisation dans des dispositifs territoriaux du dialogue social dont on ne sait pas bien à quoi ils servent, enfin à peu près à rien, par exemple, ou est-ce qu'ils ne seraient pas plus utiles à venir renforcer la capacité d'action du syndicat à la base,
au niveau des territoires ou des professions qui sont relativement démunies en permanence. Voilà, c'est un premier élément sur lequel on peut réfléchir. Bon. Par rapport à la deuxième question, euh, non, enfin, je pense que cet ouvrage, il va pas dans le sens de justement de ce rapport très incantatoire à la grève, de mise en cause permanente des directions syndicales. Ça n'exonère pas un examen critique ou, y compris à l'appui du regard sociologique, sur les stratégies que les directions syndicales peuvent engager. Je viens d'en donner un exemple. Je pense qu'il y a beaucoup à repenser, à rediscuter sur les modèles d'organisation à l'intérieur de la CGT, par exemple. C'est ce que Bernard Thibault avait tenté sans succès d'initier au début des années 2000. Je pense qu'on en est, ils en sont toujours au même stade et c'est un vrai problème. On a une organisation syndicale qui est totalement déconnectée de ce qu'est la réalité dans ces structures du salariat aujourd'hui. Donc ça, c'est un vrai sujet. On peut discuter et évidemment débattre sur l'opportunité d'une intersyndicale, pas d'une intersyndicale, etc. Mais pour autant, réduire les limites des mobilisations populaires et des travailleurs en particulier en réaction aux politiques gouvernementales de ces dernières années à un problème de direction, bah, c'est méconnaître justement ce que j'essaie de montrer dans l'ouvrage, c'est-à-dire toute la distance en fait qui peut séparer les organisations syndicales de toute une de fractions entières du salariat et que même si Sophie Binet appelait tous les matins à la grève générale, c'est pas ça qui suffira à enclencher une dynamique de mobilisation. On pourrait même dire que ça peut être contre-productif. Bon, on en a un exemple aujourd'hui avec la grève des enseignants. Appeler à la grève sans la préparer ou sans avoir les moyens de la réussir, c'est sans doute beaucoup plus contre-productif qu'autre chose parce que ça risque au contraire de renforcer les salariés dans l'idée que la grève n'est pas possible ou ne sert à rien. Donc, c'est aussi logique que du point de vue des directions syndicales, on essaye de réfléchir à la bonne manière de faire grève. Bon, ensuite, alors après, c'est pas l'objet du livre. Est-ce qu'une alternative politique est possible sans mobilisation? Clairement, non. Je pense que c'est à peu près assez évident, tout simplement parce que, en dépit de la même de la meilleure bonne volonté politique qu'il pourrait y avoir, bien sûr, on pourrait dire qu'une politique d'alternative de gauche réelle susciterait des résistances du capital et du patronat. Et il y a besoin de syndicats pour organiser la résistance des salariés à la résistance patronale. Alors, est-ce que pour autant le politique ne doit pas s'en mêler? Non. Là, précisément, là, avec d'autres collègues, dans un autre cadre, on a fait des propositions, notamment pour soumettre l'idée, avec Carl Lyon notamment, que tu as reçu l'an dernier, pour soumettre l'idée que l'État pourrait faire des choses pour renforcer la capacité du syndicalisme à agir et à agir notamment auprès de ces salariés précaires, en sortant de l'idée que le syndicalisme doit forcément se construire au niveau de l'entreprise. Je pense que là, c'est une chimère pour plein de travailleurs des petites entreprises que de penser que même le renforcement des droits syndicaux dans les entreprises faciliterait le développement du syndicalisme, parce que les rapports de domination sont tels dans ces entreprises qu'elles vident de leur substance les droits syndicaux et souvent les droits des salariés. En revanche, reconnaître de nouveaux droits aux syndicats à l'échelle des territoires, admettre que on a besoin de, j'entends de nouveaux premiers ministres qui disent on a besoin de syndicats forts. Alors très bien, on a besoin de syndicats forts, donc du coup il faut donner les moyens aux syndicats pour organiser les travailleurs. Aujourd'hui, si on veut résumer, c'est un peu l'objet de l'autre ouvrage, on ne donne des ressources aux syndicats que en échange de leur participation à des dispositifs de représentation et de dialogue social qui sont de plus en plus vidés de leur substance. Hmm. Donc effectivement, les syndicats ont gagné un nombre important de permanents. Il y a beaucoup plus de permanents syndicaux aujourd'hui qu'auparavant, mais des permanents qui servent quand même souvent avant tout à siéger dans des instances qui ne sont pas toutes inutiles. Il faut vraiment pas exagérer parce que ça serait autrement donner le bâton pour se faire battre et justifier le dépeçage du paritarisme. Mais dans quantité d'organismes de concertation et de dialogue social, on peut s'interroger sur la pertinence et l'utilité de l'action qui est menée par ces permanents. Donc on peut tout à fait reconnaître que les syndicats ont besoin de permanents, mais en dehors d'une logique de dialogue social. Ils ont besoin de permanents parce que, effectivement, la démocratie sociale a besoin d'organisations syndicales dotées de permanents nécessaires pour organiser collectivement les salariés. À bon entendeur, salut. Parce que comme vous l'avez compris, quand même, ce livre s'adresse quand même en grande partie à
ceux qui sont susceptibles de justement débloquer les verrous dont tu parles, notamment dans les grandes centrales syndicales. Merci beaucoup, Baptiste. Merci à toi.